Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de microbes, mais cette fois-ci des bons microbes. Certaines situations arrivent dans nos vies et c'est important qu'on comprenne qu'il y a une base scientifique derrière et ça peut être utile pour notre vie. L'exemple ou les exemples que je peux donner, c'est que normalement quand on prend de la forme, quand on grossit, l'organisme sécrète en fait des substances pour diminuer notre appétit. Mais on a remarqué que chez certaines personnes, malgré le fait qu'ils ont pris de la forme, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de graisse, ils continuent à manger de façon importante ou à grignoter régulièrement. Et récemment, la science a permis de découvrir en fait que cela n'est pas anodin et qu'il y a une explication. La deuxième chose également, c'est que les gynécos en parlent souvent, c'est que on a remarqué que les femmes qui font trop de toilettes intimes et qui utilisent souvent des produits comme du savon, pas seulement des produits directement toxiques, mais des produits antiseptiques qui détruisent les microbes, que ces femmes-là font fréquemment, par exemple, des infections sexuellement transmissibles, donc des pertes blanches, ainsi de suite. Et le troisième exemple, les gens ont dû remarquer, c'est que ceux qui utilisent fréquemment des antibiotiques font partie également de ceux qui font fréquemment des infections. Pas parce qu'ils font beaucoup d'infections qu'ils utilisent beaucoup d'antibiotiques, mais on a remarqué qu'à un certain moment, quand les gens commencent à utiliser beaucoup d'antibiotiques, ces personnes-là, finalement, après, commencent à faire de plus en plus des infections. Tous ces exemples que je viens de donner, en fait, sont liés à une seule raison, c'est le microbiote. Les microbes utiles pour notre vie, les microbes utiles pour notre organisme. Ces microbes, en fait, sont des microbes qui sont aussi nombreux que nos propres cellules. Quand on prend un être vivant, on compte le nombre de cellules de cette personne. Pour que la personne soit en bonne santé, ou chez les personnes qui sont en bonne santé, on a remarqué qu'il y a autant, ou parfois plus, de microbes qui vivent avec la personne, mais qui sont des bons microbes, qui participent donc à l'harmonie de la vie de cette personne-là. Et ce sont ces microbes qu'on appelle les microbiotes. Ces microbes se trouvent sur la peau, dans la bouche, dans le tube digestif, dans les intestins, dans les parties intimes, et ainsi de suite. Et ces microbes, en fait, qui sont là, permettent d'éliminer les mauvais microbes et nous permettent d'avoir certains fonctionnements. Donc, nous permettent de vivre d'une certaine manière, de digérer certains aliments qu'en principe, on n'est pas capable de digérer. Voici quelques exemples. Et même de contrôler, entre guillemets, notre cerveau. Et de plus en plus, on dit que le microbiote, justement, est notre deuxième cerveau. Je vous explique un peu leur importance. Il y a certains aliments, quand on consomme, nous n'avons pas les substances nécessaires pour les dégrader, alors qu'il y a des microbes qui sont capables de les dégrader. Quand vous avez ces microbes dans le tube digestif, par exemple, le microbe va les casser et votre organisme a la capacité donc de les absorber. Il y a des vitamines également que notre organisme ne peut pas fabriquer. Et dans le tube digestif, dans les intestins d'une personne donc en bonne santé, il existe des microbes qui sont capables de fabriquer ces vitamines-là. Et c'est comme si ces microbes constituent une forme d'usine, fabriquent les vitamines et notre organisme les absorbe. Voici quelques exemples qu'on peut noter. Et ce qui est particulier également, c'est que ces mécanismes influencent notre cerveau. Comment? Mais en sécrétant des substances, les mêmes substances que nos nerfs utilisent pour communiquer. Et souvent, on se rend compte qu'en réalité, ces microbes peuvent influencer nos décisions, en faisant de telle sorte qu'on ait envie de manger certains aliments. Mais alors que ces aliments ne sont pas peut-être très bons pour notre organisme, mais des aliments que ces microbes-là doivent utiliser, entre guillemets, pour survivre. Ils sécrètent, par exemple, dans notre intestin, des substances qui vont aller agir sur notre cerveau et finalement commander à notre cerveau, entre guillemets, de chercher certains types d'aliments pour qu'eux, ils puissent donc se satisfaire. Autre chose intéressante à savoir sur ces microbes, c'est que on les gagne premièrement à travers donc l'accouchement. Un enfant qui naît par la voie normale, donc par voie basse, en sortant en fait des parties intimes de la maman,
prend une partie de ces microbes, de ces bons microbes de sa mère, et ce sont ces microbes qui vont constituer donc la première partie du microbiote de l'enfant. Et donc, quand l'enfant sort dans l'alimentation et ainsi de suite et dans l'environnement, il va prendre beaucoup d'autres microbes importants pour son équilibre et pour son fonctionnement. Malheureusement, les enfants qui naissent par exemple par césarienne ne profitent pas de ça. Ils sont obligés, donc quand ils sortent dans la première année de leur vie, en fait, de ramasser ces microbes-là. Et on a remarqué justement qu'en matière de microbiote, les enfants qui sont nés par césarienne ont un retard, au moins les premières années ont un retard donc, par rapport à ceux qui sont nés par la voie basse, ceux qui sont nés par la voie normale. Et actuellement, beaucoup de maladies, on commence à remarquer que beaucoup de maladies en fait sont en rapport avec le fait que les gens ont moins de microbes, particulièrement de microbes au niveau de leur intestin. Les maladies comme ce qu'on appelle par exemple les colopathies, comme les gens le disent souvent, et beaucoup d'autres maladies, de plus en plus, il y a des maladies même neurologiques, et il y a certaines maladies même en rapport avec la santé mentale de façon générale. On commence à suspecter et à avoir l'impression que justement ces maladies sont liées au fait que les gens ont moins de microbes en quantité, de moins de microbes dans leur tube digestif par exemple, mais aussi la variété de microbes a diminué. La variété de microbes a diminué. Non seulement parce que les gens sont devenus un peu trop propres, je nuance ce que j'ai dit, mais en dehors de cela, parce que les gens aussi dans leur alimentation utilisent des aliments souvent qui ne permettent pas à ces microbes de croître normalement, de fonctionner normalement et de leur donner leur service, entre guillemets, à notre organisme. Pour ouvrir un peu une petite parenthèse, quand on remonte en fait sur le plan de l'évolution, on pense même que c'est grâce à des microbes en fait que l'être humain a été capable d'utiliser l'oxygène. Ceux qui ont fait un peu de science, il y a ce qu'on appelle les mitochondries. En réalité, on s'est rendu compte que ces mitochondries-là, c'est une forme de parasitage. C'est comme si ce sont des microbes qui sont pénétrés dans nos cellules et qui nous ont donné la capacité de quitter l'eau et d'être capables donc d'utiliser l'oxygène. Et ça, c'est une parenthèse pour montrer en fait que tout microbe n'est pas microbe. Il y a des microbes et beaucoup de microbes qui sont très importants pour notre équilibre, pour notre fonctionnement. Et on doit pouvoir faire la part des choses et ne pas utiliser abusivement, par exemple, les antibiotiques, les produits, et ainsi de suite. L'autre ouverture par rapport à cette question du microbiote, c'est notre vie sociale. Notre vie sociale. Communément, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de pratiques qui permettaient de diversifier le microbiote et de partager le microbiote, parce que c'est vraiment une question de partage pour que les gens soient en bonne santé. Le premier exemple, c'est quand on mange ensemble à la main, dans le même plat. Le contact avec la salive, ainsi de suite, pendant le repas, et directement même en mangeant avec la main, crée donc une occasion de partager, entre guillemets, nos bons microbes, quand les gens sont en bonne santé. Donc, permet de partager ces microbes et permet d'avoir une diversité donc, de microbes et une quantité importante de microbes importants pour l'organisme. Il y a le fait, par exemple, de mettre en contact les grandes-mères avec les enfants. Ça également, c'est une pratique très intéressante parce que avec l'âge, en réalité, la quantité et la qualité des microbes diminuent. Et l'enfant aussi n'a pas assez des types particuliers de microbes qui lui permettent, je donne un exemple, de digérer le lait, qui participe à la digestion du lait et qui fait qu'il supporte. Quand on met en contact une grand-mère avec ses petits-enfants, ils mangent ensemble à la main. Et les grands-mères ont souvent certaines pratiques qui purgent certains enfants, par exemple directement avec la bouche. Toutes ces pratiques-là, souvent, peuvent ne pas être négatives et en réalité avoir une importance parce que par ces pratiques-là, la grand-mère transfère certains microbes à l'enfant, des bons microbes à l'enfant qui vont participer à la maturité donc, de l'enfant. Mais aussi, ces enfants transmettent des microbes à la grand-mère qui vont participer à la résistance de cette dernière. Et ce ne sont que des hypothèses pour le moment, mais avec cette importance grandissante de la question du microbiote, on commence à comprendre beaucoup de choses
Et on peut conclure en disant que on dit souvent que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais moi, j'ajouterais à condition de partager les microbes de cette personne. Sinon, vous ne pourrez pas ressembler à la personne que vous suivez si vous êtes comme dans les conditions de Covid, si vous êtes complètement en barrière, en masque et distant. Je vous remercie.